Chers étudiants, durant cette dernière séance, normalement, on va essayer de compléter notre cours et finaliser donc la dernière partie qui nous reste relative à la pharmacodynamie. On avait vu durant la dernière séance, en fait, les notions de base relatives à la pharmacodynamie et comment le récepteur et le ligand vont interagir. Et puis on était sorti avec un paramètre qualitatif qui nous donnait une idée sur la possibilité d'interaction entre le ligand et le récepteur et qu'on avait appelé l'affinité. On avait dit que ce paramètre-là, l'affinité, on pouvait l'extraire directement de la courbe dose-liaison. Et puis, il s'est avéré que cette affinité, elle est inversement proportionnelle à la constante de dissociation. Et puis, on avait introduit un autre élément qui va nous permettre de quantifier l'interaction entre le ligand et les récepteurs. Et puisque à l'issue de cette interaction, on est censé obtenir une réponse, on peut également élaborer des courbes que nous appelons des courbes dose-réponse. Et je vous ai dit que normalement, la courbe dose-réponse, lorsqu'elle est représentée de manière arithmétique et que essentiellement lorsque l'axe des abscisses est arithmétique, ben, nous allons obtenir une courbe hyperbolique, donc une hyperbole. Et puis, cette hyperbole n'aide pas beaucoup à extraire les paramètres de cette courbe-là. C'est pour cela que les scientifiques ont opté à transformer l'axe des abscisses d'un axe arithmétique vers un axe logarithmique. Donc, c'est un axe qui est toujours en échelle logarithmique. Et cette transformation-là, elle a permis finalement d'obtenir, au lieu d'une courbe hyperbolique, une courbe sigmoïde que nous appelons également une courbe en forme de S. Là, voilà. Bah maintenant, ce que vous devriez savoir et ce qui est à retenir, c'est que lorsqu'on parle de courbe dose-réponse, ben, la nature de cette courbe-là, il dépend du contexte. Il y a deux contextes essentiels. La courbe dose-réponse peut être réalisée ou peut être obtenue soit in vitro, et elle peut également être obtenue in vivo, ça veut dire sur des animaux. Lorsqu'on parle in vitro, c'est essentiellement à l'échelle cellulaire, donc sur une culture cellulaire, et in vivo, c'est sur des animaux. Donc, je dirais un groupe d'animaux. Et également chez les humains. Ok? La courbe dose-réponse, elle peut, lorsqu'elle est réalisée in vitro, donc sur des cellules, on parle dans ce cas-là essentiellement d'une courbe dose-réponse graduelle. Donc la réponse obtenue, on l'appelle également une courbe, en fait une réponse graduelle, et dans ce cas-là, la courbe dose-réponse est appelée courbe dose-réponse graduelle. Le deuxième cas, lorsque c'est réalisé in vivo chez des animaux, et lorsqu'il s'agit d'un groupe d'animaux et non pas un seul animal, parce que ça va différer. Si c'est un seul animal, on parlera toujours d'une courbe dose-réponse graduelle. Je vais vous mettre en parenthèse à ce niveau-là un seul animal, et un seul animal également. Mais lorsque c'est un groupe d'animaux, dans ce cas-là, on parle d'une courbe dose-réponse non pas graduelle, mais quantale. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Ok. Ben, pour vous expliquer le premier cas, le cas de la courbe dose-réponse graduelle, je vais vous mettre un petit schéma d'explication. Imaginez que vous avez une drogue. Donc là, nous avons une drogue X. Pardon. Là, nous avons une drogue X. Et on veut quantifier l'effet obtenu suite à l'ajout graduel des différentes concentrations de cette drogue. Donc, on aura la concentration de la drogue, première concentration de la drogue X, deuxième concentration également de cette drogue X,
concentration 2, et puis concentration 3. Ces concentrations, on va les tester essentiellement in vitro, ou bien chez un seul individu. In vitro, voilà, in vitro, donc au niveau cellulaire, à l'échelle cellulaire, ou bien on va la tester chez un seul individu, donc une seule personne. Ok, donc une seule personne, ou bien un seul animal également. Un seul, donc là, animal. Lorsque c'est une seule personne ou un seul animal, ou lorsque c'est in vitro également, ce qui va se passer, en augmentant la dose donnée à cette culture cellulaire, ou bien à cette personne-là, ou bien à cet animal-là, ce que nous allons observer une augmentation de l'effet. Donc là, ça sera effet. Donc ici, on aura l'effet 1. Là, l'effet 2. Donc, je vais écrire effet 2. Et là, c'est effet 3. Sachant que l'effet 1 est inférieur à l'effet 2. L'effet 1 est inférieur à l'effet 2, qui est également inférieur à l'effet 3. Donc, si on veut représenter ces résultats-là, ce que nous allons obtenir, si vous voulez, donc une augmentation de l'effet, donc augmentation de l'effet, donc là c'est le pourcentage en effet obtenu. Ok, et là c'est la dose. Donc normalement, en augmentant la dose, il y a également augmentation de l'effet observé. Ça va? Là, c'est uniquement pour vous expliquer. Mais normalement, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser plusieurs doses et que les premières doses seront des doses qui ne vont pas donner beaucoup d'effets. Donc, l'effet sera donc relativement nul. Et puis, lorsqu'on va augmenter graduellement les doses, on aura une augmentation de l'effet observé. Et puis après un certain moment, comme on l'avait dit, les récepteurs de cette drogue-là seront saturés, arriveront à saturation, et on arrivera à l'effet maximal, au-delà duquel on n'aura plus une augmentation de l'effet observé, même si on augmente les doses. À partir de cette courbe-là, qui est la courbe sigmoïde, et que vous voyez donc cette courbe qui est en rose indien, on peut obtenir deux éléments essentiels. On peut obtenir, je dirais, deux caractéristiques essentielles de la drogue étudiée. Ok? Deux caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est l'efficacité. L'efficacité, on va les voir tout à l'heure. Et l'efficacité, c'est un paramètre qui varie suivant l'axe des ordonnées. Donc, plus l'amplitude ou l'envergure de la réponse est grande, plus on parle d'une drogue qui est efficace. Ça va? Et puis le deuxième paramètre, c'est la puissance. La puissance. Et la puissance, c'est un paramètre qui varie suivant l'axe des abscisses cette fois-ci. Dans ce cas-là, plus la dose utilisée pour induire un effet est faible, plus notre drogue est puissante. Donc là, on parle de puissance. Et donc, à chaque fois que la dose est faible, qui va induire un effet bien déterminé, on parle d'une molécule qui est plus puissante. Maintenant, comment on détermine ces caractéristiques, plutôt ces paramètres-là au niveau de la courbe? L'efficacité, elle dépend essentiellement de l'efficacité. On parle de l'effet maximal. Plus l'effet maximal observé
s'approche de 100%, plus la molécule est efficace. Donc là, pour respecter le code couleur. Donc plus l'effet maximal s'approche de 100% de l'effet observé, plus la molécule est efficace. Et pour la puissance, ce que vous devriez savoir, c'est que normalement, on ne peut pas prendre une seule valeur arbitrairement de la dose pour dire que notre molécule est efficace ou non. Ce que la communauté des pharmacologistes admet, elle admet que normalement, pour évaluer la puissance d'une molécule, il faudra déterminer la dose utilisée pour obtenir 50% d'effet. Ça va? Donc 50% par rapport à l'effet maximal. Et là, ce que nous allons faire, on va extrapoler cette valeur-là sur l'axe des abscisses. Et là, on va obtenir la dose de la drogue qui va induire 50% de l'effet maximal. Ça va? Et dans ce cas-là, cette dose qui induit 50% de l'effet maximal, on l'appelle la dose efficace 50 ou ED50. Ok? La dose efficace 50. Dose efficace 50, c'est la dose de la drogue qui induit 50% de l'effet maximal observé. Et sa relation avec la puissance est de sorte à ce que plus la dose efficace 50 est faible, donc là je vais vous le mettre ici, plus la ED50 est faible, ça veut dire plus la dose de la molécule qui induit 50% de l'effet maximal est faible, plus la molécule est puissante. Plus la puissance est importante également. La puissance est importante. Et vice versa. Moins la ED50 est faible, ça veut dire plus elle est grande, moins la puissance de la molécule est importante. Ça va? Donc là, je reviens. Voilà en fait, à quoi correspond l'efficacité et la puissance. Et l'efficacité signifie que, en fait, elle correspond à la magnitude de l'effet produit. Ça veut dire que plus, en fait, on se rapproche à 100% de l'effet, comme je viens de l'expliquer, plus votre drogue est efficace. Et puis, en deuxième partie, on a parlé de la puissance. On a dit que c'est la quantité de la drogue produisant un effet. Je vous ai dit qu'on ne peut pas choisir n'importe quelle quantité de drogue, n'importe quelle concentration de drogue induisant un effet. Mais en pharmacologie, donc la communauté des pharmacologistes s'est mise d'accord sur le fait que c'est la dose qui induit 50% d'effet par rapport à l'effet maximal. Et je vous ai dit que plus cette dose induisant 50% d'effet est faible, plus la puissance de la drogue est importante, parce qu'on aura de moins de quantité de drogue pour induire un effet notable. Ça va? Et si on veut induire le même effet, mais en augmentant le D50, dans ce cas-là, la drogue qui est mise en question, elle est moins puissante par rapport à la première drogue. Maintenant, voilà, je vous ai représenté également ces paramètres-là. L'efficacité, elle dépend essentiellement de l'effet maximal, et puis la puissance, elle dépend essentiellement de l'EC50. Pour vous rapprocher du paysage, regardez, je vais considérer que cette courbe-là, c'est une courbe de la drogue, d'une drogue A. Ok? Et je vais représenter une autre courbe d'une drogue B. Là, il y a cette drogue B. Voilà. Là, c'est la courbe de la drogue B. Drogue B. Là, si on vous pose la question, quelle est la drogue la plus puissante, qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez, en premier lieu, déterminer le D50 de cette drogue B.
et le déséquant de la drogue B, donc là c'est le déséquant de la drogue A, dans ce cas-là, et le déséquant de la drogue B est comment par rapport à le déséquant de la drogue A? ED ou EC, dans ce cas-là on parle de C si on considère que les études ont été réalisées in vitro, parce qu'en in vitro on parle uniquement de concentration. Et puis c'est ED lorsque l'étude de la dose-réponse graduelle est réalisée chez un seul animal ou un seul humain. Bon. Donc là, le C50, dans ce cas-là, donc elle est comment par rapport à le C50 en fait, le C50 de la drogue B, elle est comment par rapport à le C50 de la drogue A? Elle est supérieure. Ok? Dose efficace ou concentration efficace. Elle est supérieure. Maintenant, en termes de puissance, quelle est la drogue qui est plus puissante par rapport à l'autre? Certainement, vous allez me répondre que c'est la drogue A. Effectivement, c'est la drogue A, parce que pour la drogue A, on a besoin de moins de concentration ou de dose pour induire 50% de l'effet, alors que pour la drogue B, on a besoin de plus de concentration, donc plus de molécules de la drogue B pour induire la même réponse, donc qui est de 50% par rapport à la réponse maximale. Voilà. En termes d'efficacité, si on prend une drogue C maintenant, une drogue C que je vais représenter en orange, la voilà. Ça c'est la drogue C. Maintenant, si je vous demande quelle est la drogue la plus efficace, vous allez me dire que la drogue A et B ont la même efficacité parce qu'ils arrivent à un Emax de 100%. Mais la drogue C, pardon, c'est une drogue qui est moins efficace par rapport aux deux drogues, parce que même si on augmente la concentration, on n'arrivera jamais à 100% de l'effet maximal. Ok? Donc là, c'est pour que vous compreniez de quoi s'agit-il, pour que vous compreniez la différence entre efficacité et puissance d'une drogue bien déterminée, en la comparant à d'autres drogues, bien évidemment. Maintenant, en parlant de l'efficacité et de la puissance, en fait, l'efficacité et la puissance d'une drogue peuvent être altérées à cause de la présence d'un antagoniste au niveau du milieu. Et dans ce cas-là, ces antagonistes, on peut les mettre tout simplement au niveau du milieu expérimental. Lorsqu'on fait l'expérience in vitro, ex vivo, in vivo également sur une seule personne. Donc, lorsqu'on ajoute... comment on fait premièrement pour obtenir ce type de courbe avec les antagonistes? Nous avons par exemple nos cellules, les voilà, donc elles sont en culture. En premier lieu, on va les mettre en contact avec l'antagoniste. Ça va, antagoniste. Et puis après un certain moment, on va ajouter l'agoniste et on va mesurer l'effet obtenu suite à l'ajout de l'agoniste. Parce que l'antagoniste, comme on l'avait vu, c'est une molécule qui va se fixer soit au niveau du site orthostérique ou au niveau du site allostérique, mais qu'elle ne va pas induire un changement d'activité du récepteur. Par contre, l'agoniste, il va induire un changement du récepteur. Maintenant, l'effet obtenu suite à l'ajout de l'agoniste, il dépend de la nature de l'antagoniste et de la nature de l'antagonisme qui aura lieu au niveau du milieu expérimental. Lorsque l'antagoniste que nous avons ajouté est un antagoniste compétitif, vous savez très bien ce que ça veut dire un antagoniste compétitif, ça veut dire qu'il peut entrer en compétition avec l'agoniste. Et c'est en général un antagoniste qui se lie au site orthostérique du récepteur au niveau des cellules. Maintenant, l'expérience, comment elle se déroule? En premier lieu, on va utiliser un milieu de culture auquel nous allons ajouter uniquement l'agoniste. C'est l'expérience que vous observez, donc, et c'est le résultat que vous observez au niveau de cette courbe qui est en blanc. Et là, je suis en train de la surligner en bleu. Donc là, c'est en présence de l'agoniste seul.
Donc là, c'est une réaction normale. Maintenant, lorsqu'on ajoute un antagoniste, dans ce cas-là, qui est un antagoniste compétitif, donc il peut entrer en compétition avec l'agoniste, ce qui va se passer, la dose que nous allons devoir utiliser pour induire l'effet maximal, elle est supérieure par rapport à la dose qui a été utilisée auparavant, donc la dose de l'agoniste. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau cellulaire, votre récepteur, il est occupé par l'antagoniste. Et ce qui va se passer, puisque c'est un antagoniste qui est compétitif, il faudra augmenter la dose de l'agoniste pour que l'antagoniste se détache, du récepteur et ainsi permettre à l'agoniste de se lier à son site de liaison au récepteur membranaire. Ça va? Donc, puisque nous aurons besoin de plus de quantité pour induire l'effet escompté, on aurait diminué en quoi? En efficacité ou en puissance? Dans ce cas-là, on aurait diminué uniquement en puissance parce que la courbe que nous obtenions, regardez, c'est la courbe qui est en rouge. Et là, je vais donc la redessiner, la retracer. Là, voilà. Donc, vous voyez très bien que à un certain moment, après avoir ajouté une grande dose de l'agoniste, on va arriver à l'effet maximal. Donc, normalement, cette molécule, donc cet antagoniste compétitif ne va pas vraiment, je dirais, affecter l'efficacité, quoiqu'elle est retardée, donc en fait dans le temps, si efficacité, pardon. Donc, on a un retard d'apparition de l'effet maximal, mais cet antagoniste compétitif, il va affecter essentiellement la puissance. Donc vous voyez très bien que la puissance de la drogue lorsqu'elle est utilisée seule, donc c'est une puissance qui est supérieure, très supérieure par rapport à la puissance de la même drogue en présence de l'antagoniste compétitif. Comment je sais que cette puissance est faible, la puissance de ma drogue est faible lorsque l'antagoniste compétitif est présent dans le milieu? C'est en extrapolant en fait l'effet 50% de l'effet maximal au niveau de mon axe des abscisses pour obtenir le D50 ou le C50. Donc la dose efficace qui induit 50% d'effet. Vous voyez très bien que cette dose efficace en présence de l'antagoniste compétitif, elle est supérieure par rapport à le D50 que j'ai obtenu lorsque il n'y avait que l'agoniste seul au niveau du milieu expérimental. Donc retenez-le très bien, les antagonistes compétitifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont affecter essentiellement la puissance de la drogue, mais non pas son efficacité. Dans les études pharmacologiques, vous allez entendre parler que la courbe dose-réponse est déplacée vers la droite. Ça va? Le déplacement vers la droite. C'est comme ça qu'on exprime cette diminution en puissance. Courbe déplacée vers la droite. Donc déplacement vers la droite. Et lorsque je dis que c'est une courbe déplacée vers la droite, c'est toujours par rapport à la courbe qui représente les valeurs, ou plutôt les réponses correspondantes aux différentes concentrations de l'agoniste seul. En présence d'un antagoniste compétitif, la courbe normale est toujours déplacée vers la droite. Voilà. Ok. Maintenant, dans un autre cas où on va utiliser un antagoniste, mais ça sera un antagoniste non compétitif. Ça veut dire que c'est un antagoniste qui va soit se lier de manière covalente au site de liaison de l'agoniste. Donc l'agoniste, même si on va lui augmenter sa dose, il ne va jamais pouvoir détacher l'antagoniste du site de liaison. Ou bien, c'est un antagoniste qui va se lier au site allostérique du récepteur.
Et donc, l'agoniste ne pourra jamais le détacher. Donc, il n'y aura jamais de compétition entre les deux entités, l'agoniste et l'antagoniste. Dans ce cas-là, ce qui se passe, vous aurez la courbe qui est représentée ici en rose. Là, voilà. Et c'est cette courbe qui représente la réponse des cellules à l'agoniste en présence d'un antagoniste, non compétitif dans ce cas-là. Et comme je vous ai dit, l'antagoniste non compétitif ne va pas être détaché, il restera toujours attaché au récepteur. Et ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est qu'il n'y aura pas une altération de la puissance de la drogue, mais il y aura surtout une altération de l'efficacité. Vous voyez très bien que en augmentant les doses de notre agoniste, ce qui va se passer, on ne pourra jamais arriver à 100% de l'effet comme on l'a obtenu lorsque l'agoniste était seul, mais on va arriver à un niveau d'effet qui est toujours inférieur à ce 100% d'effet. Dans ce cas-là, on est arrivé à peu près à, je dirais, 40% par rapport à l'effet maximal. Donc l'effet maximal observé, là c'est également l'effet maximal. L'effet maximal de l'agoniste observé en présence d'un antagoniste non compétitif, il est à 40% par rapport à l'effet maximal observé lorsque l'agoniste était seul. Maintenant, si je veux avoir le C50 ou le D50 de cette courbe-là, l'effet maximal, il est à ce niveau-là. Donc là, pour cette courbe, l'effet maximal, c'est ici. Et 50%, c'est à peu près, je dirais, à ce niveau-là. Ok, donc là, c'est 50% pour cette courbe-là, la courbe où il y a l'agoniste et l'antagoniste. Et lorsque je vais faire l'extrapolation, je vais obtenir à peu près le D50 de l'agoniste seul. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que la présence d'un antagoniste non compétitif n'affecte pas vraiment la puissance de la drogue, mais elle affecte essentiellement l'efficacité de la drogue. Donc vous voyez très bien que l'amplitude de la réponse maximale est très faible par rapport à l'amplitude de la réponse maximale lorsque l'agoniste était seul au niveau du milieu expérimental. Mais pour la puissance, vous observez qu'en présence d'un antagoniste non compétitif, le C50 de la drogue, donc dans ce cas-là, est égal à le C50 ou le D50 de normalement notre drogue lorsqu'elle est toute seule au niveau du milieu expérimental. Voilà. Donc maintenant on arrive à un autre type de courbe dose-réponse. Si vous vous souvenez très bien, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a deux types de courbes dose-réponse, les courbes dose-réponse graduelles et les courbes dose-réponse quantales. Les courbes dose-réponse graduelles, c'est ce que nous venons de voir. Donc, c'est toujours la dose par rapport à la réponse observée, donc le pourcentage de la réponse observée. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là. Par rapport à la réponse, donc c'est la dose par rapport à la réponse observée. Et vous voyez très bien que l'évolution de la réponse est une évolution graduelle. Elle évolue de 0% à 100% à l'échelle d'une cellule, donc c'est in vitro, ou bien chez un seul individu, donc une seule personne, ou bien chez un seul animal. Maintenant, dans le deuxième cas, ce sont les courbes dose-réponse quantales. Et pour comprendre ces courbes dose-réponse quantales, je vais vous expliquer comment on les détermine. Tout à l'heure, c'était la courbe dose-réponse graduelle, donc c'était in vitro ou bien chez une seule personne ou un seul animal. Maintenant, c'est la courbe dose-réponse quantale. Et là, je vais dose, réponse, quantale. Comment on détermine ces courbes-là? En premier lieu, ce que vous devriez savoir, c'est que ces courbes dose-réponse se réalisent uniquement chez des populations. C'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons représentatifs
de la population et il faudra que cette courbe dose-réponse reflète la réponse de la totalité de la population à une drogue bien déterminée. Donc, ce que nous faisons, on va prendre plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes. Donc, voilà. Voilà. OK. Et à ces personnes, ben, ce que nous allons faire, on va... Pardon. On va leur appliquer, ou plutôt on va leur administrer des doses bien déterminées de notre drogue. OK? Donc là, ça sera la dose 1, par exemple, la dose 2 de la drogue, là, ça sera la dose 3, et là, ça sera la dose 4, par exemple. Ça va? Donc là, pour cette première personne, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ben, retenez très bien ce que je vais dire maintenant. Ce que nous faisons au niveau de ces courbes dose-réponse quantale, on n'est pas en train de voir l'amplitude de la réponse, comme tout à l'heure, entre 0 et 100. On va maintenant, parce que là c'est une évolution graduelle de la réponse. Dans ce cas-là, au niveau des courbes dose-réponse quantale, ce qu'on fait essentiellement, ben on va donner la première dose à la première personne, et on va voir si cette dose donne un effet. Si elle va donner un effet, on va dire qu'il y a un effet, on va mettre oui. Si elle ne donne pas un effet, on va dire que non, cette dose 1 ne donne pas un effet chez cette première personne. D'ailleurs, on appelle ce type d'étude en fait une étude ou une réponse en tout ou rien, si vous voulez. Tout ou rien. Ça veut dire soit il y a un effet de la drogue sur la personne, soit il n'y a pas un effet. Et ce type de réponse, le réponse par oui, il y a un effet ou non, il n'y a pas d'effet, on l'appelle également une réponse binaire. Ça va? Donc soit c'est oui, soit c'est non. C'est comme les analyses ou plutôt le calcul binaire des ordinateurs. Soit c'est un 0, soit c'est un 1. Dans ce cas-là, donc on parle de réponse binaire. Donc soit c'est un oui, soit c'est un non. OK? Donc, supposons que la première dose a induit un effet chez la première personne, donc on va mettre oui, puis elle n'a pas induit d'effet chez la deuxième personne, elle n'a pas induit de réponse chez la troisième personne, elle n'a pas induit de réponse chez la quatrième personne, non plus chez la cinquième personne. Ça va? Puis la dose 2, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Lorsqu'on va l'administrer à la première personne, elle va donner un effet. Chez la deuxième personne, elle va également donner un effet, mais elle ne va pas donner d'effet chez la troisième, la quatrième et la cinquième personne. Et ainsi de suite. Donc là, ça donne un effet. Là, ça donne également un effet. Là, ça ne donne pas un effet chez cette troisième personne. Puis ça donne un effet chez la quatrième. Et ça ne donne pas d'effet chez la cinquième. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va normalement tracer notre courbe dose-réponse quantale, parce qu'on la réalise chez une population. Ok, oui, là je vais mettre oui également. Oui, oui. Et là, ça va donner une réponse chez 100% de la population. Donc maintenant, il faut déterminer les pourcentages. Donc là, pourcentage de réponse. Pour moi, à ce niveau-là, c'est 100% de réponse parce que 100% de la population a répondu. Donc là, pour la première dose, elle a induit un effet chez 1 sur 5. Normalement, ça fait 20% de la population. OK? Puis là, c'est 2 sur 5. Ça va nous donner 40% de la population. Et puis 3, donc 1, 2, 3 sur 5, ça va nous donner un effet chez 60% de la population. Ben là, ce que je vais faire, c'est comme ça qu'on va tracer notre courbe dose-réponse quantale. Je vais mettre donc les doses, donc c'est en log des doses.
Donc là, ce sont les doses que j'ai utilisées, les voilà. Et puis, en axe désordonné, ce que je vais représenter les pourcentages. Je vais représenter ça. Et donc, ces pourcentages ne représentent pas les pourcentages, je dirais, de la quantité de l'effet observé, mais ce sont plutôt des pourcentages de la population ayant répondu, du nombre d'individus ayant répondu à la dose qui leur a été administrée. Donc, ayant exprimé une réponse à la dose qui leur a été administrée. Et donc là, ça ne sera plus un pourcentage de réponse ou un pourcentage d'effet, ça sera un pourcentage d'individus exprimant un effet. Un effet. Ok. Voilà. Et donc, je vais obtenir à peu près les mêmes courbes, en fait, la même allure de la courbe dose-réponse que nous obtenons également au niveau de la courbe dose-réponse graduelle. Ça va? C'est bon, donc je pense que vous avez compris actuellement la différence entre ce que c'est qu'une courbe dose-réponse quantale et la courbe dose-réponse graduelle. Dans ce cas-là, on peut également déterminer un paramètre essentiel, c'est la dose efficace 50. Donc à 50, puisque là, c'est 100% d'individus qui ont exprimé des faits, c'est le cas de la dernière dose, c'est la dose 4. Et là, on est à 50%. La dose qui induirait 50% d'effet, on l'appellera la ED50. Donc là, c'est la ED50, c'est la dose induisant une réponse chez 50% de la population étudiée. Ça va? Donc c'est comme ça qu'on l'exprime. Tout à l'heure, c'était la dose induisant 50% d'effet pour la courbe dose-réponse graduelle. Maintenant, c'est la dose induisant une réponse, ça va, chez 50% de la population. Parce qu'au niveau de l'axe désordonné, ce n'est plus en pourcentage d'effets observés, mais plutôt en pourcentage d'individus exprimant un effet. Ok. Voilà, donc pour vous donner quelques définitions, le D50, c'est la dose à laquelle 50% de la population étudiée exprime un effet, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis, on va passer en fait, grâce à ces études ou ces courbes dose-réponse quantale, pardon, on va passer à des cas spéciaux à travers lesquels on ne va pas étudier uniquement l'effet désirable du médicament ou de la drogue, on va également étudier son effet toxique et étudier également son effet létal. Et c'est grâce à ces courbes dose-réponse quantale qu'on peut déterminer l'effet toxique et l'effet létal. Donc lorsqu'on parle d'effet toxique, on ne parle plus de dose efficace 50, on parle plutôt de dose toxique 50. Et la dose toxique 50, dans ce cas-là, l'effet, je dirais, observé, c'est la toxicité. Et dans ce cas-là, c'est la dose à laquelle 50% de la population souffre d'une toxicité suite à l'administration de la drogue étudiée. Ça va? Et puis, il y a également la LD50. Et la LD50, c'est un cas spécial de la dose toxique 50. C'est la dose létale 50. Et dans ce cas-là, c'est la dose qui induit la mort de 50% de la population étudiée. Donc la dose toxique, elle induit une toxicité chez 50% de la population étudiée, et la dose létale, c'est celle qui induit la mort de 50% de la population étudiée. Voilà. Donc là, vous voyez très bien que là, vous avez une courbe dose-réponse quantale essentiellement, parce que là, en axe désordonné, vous avez la réponse des individus en pourcentage, ça veut dire les individus qui ont exprimé une réponse, qui ont répondu à la dose administrée en pourcentage. Et là, vous retrouvez très bien votre ED50, c'est la dose qui a induit 50, en fait, qui a induit un effet chez 50% des individus de la population.
La dose toxique 50, c'est, comme je viens de le dire, un exemple, je dirais, ou une exception ou un cas spécial de l'ED50, puisque à ce niveau-là, c'est une dose qui va induire une toxicité chez 50% de la population. Et on parle également de la toxicité maximale. Ça veut dire que c'est la dose. Donc, en ce cas-là, ça va correspondre plutôt, en fait, ça va nous permettre de déduire quelle est la dose qui induit une toxicité chez 100% de la population. Ça va? Voilà. Et puis là, c'est l'autre courbe, c'est la courbe de la LD50. C'est pour déduire la dose létale 50, la dose létale qui induit la mort de 50% de la population ou des individus de l'échantillon qui a été étudié. Maintenant, à partir de ces courbes dose-réponse quantale, on peut extraire un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de décider, dans le cas d'un médicament, si ce médicament est sûr pour la population et ce qu'il peut être mis rapidement sur le marché. Et pour faire cela, ce que nous faisons, on va essayer de superposer les deux courbes d'études. On va réaliser une étude relative à sa courbe dose-réponse quantale chez la population pour voir quel est le D50 de ce médicament-là. Ça veut dire quelle est la dose du médicament chez les humains qui va induire une réponse chez 50% de la population. Et en parallèle, on peut faire également une courbe dose-réponse qui va nous permettre de déterminer la dose toxique 50, ça veut dire la dose qui va induire une toxicité chez 50% de la population. Et à partir de cette superposition, on peut déterminer donc un élément essentiel qui va permettre d'évaluer la toxicité du médicament, et c'est ce que nous appelons la fenêtre thérapeutique. Et la fenêtre thérapeutique, c'est tout simplement un intervalle de valeur de dose qui commence à partir de la dose qui va induire le début de l'apparition d'un effet, et la dose qui va induire le début de l'apparition d'une toxicité. Ça va? Donc, entre ces deux valeurs de dose de notre médicament, l'intervalle est appelé la fenêtre thérapeutique. Ça veut dire que c'est l'intervalle des valeurs ou l'intervalle des doses que nous pouvons utiliser à la fois pour avoir l'effet escompté chez les individus, mais également pour échapper à la toxicité du médicament, donc pour ne pas induire un effet toxique chez la population. Maintenant, en fait, cet intervalle de valeur n'est pas vraiment explicatif parce qu'il peut induire des incertitudes, si vous voulez. Donc, pour avoir une certitude relative à, je dirais, à l'intérêt du médicament ou l'intérêt de la drogue, et qu'elle ne va pas présenter un risque d'intoxication chez la population, dans ce cas-là, on peut essentiellement utiliser un autre paramètre que nous appelons l'indice thérapeutique. Et l'indice thérapeutique, c'est ça, c'est le rapport entre la dose toxique 50 et la dose efficace 50. C'est entre la TD50 et le D50. Bon, dans certains livres, vous allez trouver que l'indice thérapeutique, c'est entre la LD50 et le D50. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça parce que si on arrive à la dose létale 50, d'ailleurs, on aurait tué un bon nombre de personnes. Donc, ça ne représente pas vraiment la réalité des choses. Et pour déterminer l'indice thérapeutique, c'est tout simplement un rapport entre la dose toxique 50 et la dose efficace 50. Pour comprendre ces indices thérapeutiques, plus la dose toxique 50 est élevée, plus l'indice thérapeutique est élevé. Et lorsque on parle d'un indice thérapeutique est élevé, on parle d'une molécule qui est sûre. Plus notre molécule ou notre drogue, elle est sûre.
Ça va? Ça veut dire qu'elle n'a pas, qu'il n'y a pas de probabilité qu'elle induise une intoxication chez les personnes qui seront traitées. De même, plus le D50 est faible, ben, plus l'indice thérapeutique sera élevé également, parce que la dose efficace 50 est faible et la dose toxique 50 est élevée. Et dans ce cas-là, l'indice thérapeutique ne pourra être que élevé parce que l'écart entre la dose toxique 50 et la dose efficace 50 est trop élevé. Et donc dans ce cas-là, la molécule est sûre. Dans le cas contraire, lorsque la dose toxique est trop faible, ben, on aura un indice thérapeutique qui est trop faible. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de possibilités d'arriver à la dose toxique 50 en essayant de donner aux personnes la dose efficace qui leur serait administrée, bien évidemment. Ok? Donc, c'est le rapport entre la TD50 et le D50 pour obtenir donc ce paramètre-là qui est relatif à l'indice thérapeutique. Maintenant, pour vous rapprocher des définitions, la fenêtre thérapeutique, c'est la gamme des doses entre la dose minimale induisant l'effet thérapeutique et la dose minimale induisant l'effet toxique. Et l'indice thérapeutique, c'est le rapport de la dose toxique 50 médiane, donc chez la population, et la dose efficace 50 médiane dans la même population. Voilà, donc sur ce, j'aurai terminé mon cours de pharmacologie générale. J'espère que vous avez bien assimilé les notions que nous avons traitées. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Merci.